Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue pour cette boîte à questions numéro 3, avec le sujet en tant que jeune chercheur, doctorant, quelle place puis-je prendre dans une start-up deep tech? Nous allons attendre 2 à 3 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Et un petit message avant de commencer, on le rappellera tout à l'heure, mais comme vous le voyez sur l'écran, il y a un petit chat à droite de l'écran, et donc vous pouvez entamer la discussion, on va mettre un petit message de bienvenue, il y a aussi un petit onglet questions, et donc on vous encourage à pouvoir mettre vos questions auxquelles on répondra au fur et à mesure, enfin surtout les intervenants de la table ronde répondront au fur et à mesure. Et en plus, il y a une petite fonctionnalité sympa, c'est qu'on peut noter les questions, et donc les questions qui ont le plus de votes remontent en haut, et donc elles ont plus de chances d'être posées. Donc vraiment, n'hésitez pas une seconde. Et on attend en effet 2-3 minutes, enfin même 2 minutes, puisqu'on voit que le compteur monte de participants, et ce qui est complètement normal, puisqu'il faut se déconnecter de sa réunion précédente. Allez, on démarre dans 1 minute. De toute façon, le webinaire étant enregistré, les retardataires pourront le regarder En replay sur en YouTube. replay. Exactement, voilà, au moment où ils le souhaitent. Ce week-end, avant de dormir. Je vais vous donner le lien vers la chaîne, notre chaîne YouTube Deep Tech. Bon, démarrons, et de toute façon, la partie pour les témoignages, il y aura les gens seront encore plus connectés, les participants seront encore plus connectés. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis David Bougeot, je suis directeur adjoint de l'équipe Deep Tech de BPI France. On vous propose aujourd'hui un webinaire passionnant avec beaucoup de témoignages de jeunes chercheurs qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, et puis de personnes qui les encadrent au quotidien, avec une question qui est centrale, c'est de savoir qu'en tant que jeune chercheur et doctorant, quelle place je peux prendre dans une startup deep tech. Quel est mon rôle? Est-ce que je dois être le CEO, le CTO, le CSO, et plein de lettres avec des O? Vous aurez pas mal de réponses là-dedans avec des exemples très concrets. Toujours évidemment plein de questions auxquelles vous pourrez répondre, enfin auxquelles les témoins pourront répondre. Je vous fais juste un tout petit mot au démarrage pour vous dire que c'est déjà c'est le dernier épisode de la boîte à questions parce qu'on est le 16 mars et que le 22 mars, les candidatures du concours PhD seront closes pour cette année. Donc déjà, c'est un premier message, c'est n'oubliez pas de postuler et d'envoyer votre dossier. On va vous mettre le lien dans le chat. Et puis pour les autres, n'hésitez pas aussi pour l'année prochaine si vous ne souhaitez pas postuler cette année. On a fait ces webinaires aussi pour répondre à certaines questions que les jeunes chercheurs se posent quand ils vont créer une startup. Et donc, il y en avait un sur la rémunération, un sur ma thèse ne finira pas dans un tiroir, qui était aussi passionnant. Et vous pourrez tous les retrouver sur la chaîne YouTube Génération Deep Tech, sur lequel on va également vous mettre un lien. De quoi on parle avec le concours ePhD? Comme je vous disais, il reste une semaine. Donc voilà, pour les retardataires, n'hésitez pas à postuler. On est parti d'un constat qui est très simple. Il y a 43% des chercheurs qui envisagent la création de start-up comme une possibilité de poursuite de carrière, avec bien souvent des objectifs qui sont l'impact sociétal et qui tournent vraiment autour de la recherche d'impact que les travaux de recherche peuvent avoir, en partant du principe que les startups sont un moyen très efficace de mettre en lumière cet impact. En parallèle, il y a une volonté très forte de la part de l'État d'encourager l'entrepreneuriat deep tech et l'entrepreneuriat des jeunes chercheurs. On a un objectif à 2030 de 500 startups par an.
On en a 250 en 2021. Et puis, si on suit la courbe de croissance actuelle, on pense qu'on aura atteint l'objectif de 500 startups par an en 2025. Et pour ça, il y a beaucoup de moyens qui sont mis. Il y a tous les moyens du plan Deep Tech avec plein d'aides, plein de financements, plein d'investissements pour vos startups. Et puis, en fait, ça a été renforcé récemment avec le plan France 2030 et notamment le plan Startup industriel qui remet 2,3 milliards d'euros sur la table notamment pour encore renforcer les financements pour les startups et puis les dispositifs d'accompagnement. Donc le message de fond, c'est que c'est le moment qu'il y a une vraie vague de fonds sur la deep tech et que c'est le moment pour créer sa startup deep tech plus que jamais quand on est jeune chercheur. Dans cette dynamique que lance l'État, il y a le concours ePhD, qui est vraiment le premier concours national qui est pour l'entrepreneuriat des jeunes chercheurs, avec 3 grands objectifs. Encourager vraiment cette dynamique entrepreneuriale et encourager les doctorants à aller valoriser leurs projets, à potentiellement se demander si ça peut créer une start-up. On veut aussi soutenir les premiers pas ambitieux, en tout cas des projets. Et on va voir, il y a des doctorants qui vont témoigner de l'accompagnement dont ils ont bénéficié. Et il y a un vrai soutien, une vraie communauté qui est en train de se créer. Et justement, le 3e objectif, c'est finalement que cette communauté des meilleurs chercheurs entrepreneurs de France puisse avoir accès à un réseau, puisse échanger entre eux, puisse être en lien avec BPI France, avec les financeurs, et donc de pouvoir amplifier cette dynamique. Le concours ePhD, il arrive en amont des autres concours d'innovation. Il y a 3 concours d'innovation qui sont portés par l'État et opérés par BPI France. ePhD, quand on est à l'étape du labo, au moment de la création ou juste après, eLab. Et puis, un concours qui est vraiment plus axé sur la croissance, qui est Innov. Finalement, on peut très bien faire toute la chaîne et on a des très beaux exemples de startups qui sont en train de faire toute cette chaîne. Je pense à Alice et Bob, qui est une startup dans le quantique, qui vient d'annoncer une levée de fonds de 27 millions d'euros, qui a été lauréat ePhD et ensuite lauréat eLab et donc qui est en train de porter des très belles promesses pour l'innovation. On a eu cette année, l'année dernière, on a eu 43 lauréats, dont 10 grands prix, avec une très belle représentation régionale. Et en 2022, on espère avoir 50 lauréats. Donc, en tout cas, il y a de la place pour être accompagné, il y a de la place pour postuler. Et puis, on espère avoir une couverture qui soit 100%, qui couvre 100% des régions françaises. Le concours, il est ouvert aux jeunes chercheurs entre leur 2e et 3e année de thèse, qui sont rattachés à un laboratoire de recherche et qui ont un projet innovant, et puis qui ont un accompagnement d'une structure de transfert de technologie qui peut être une SAT, qui peut être une structure, la filiale d'un organisme de recherche. En tout cas, il faut être déjà un peu accompagné, mais en fait, des SAT et des filiales d'organismes de recherche, il y en a partout et ils proposent un formidable accompagnement. Donc, finalement, ePhD, ça vient comme la cerise sur le gâteau de cet accompagnement. Je ne vais pas revenir sur les lauréats, mais enfin, ce qu'il faut juste savoir, c'est que la communauté des lauréats ePhD, elle est très variée. Il y a beaucoup de secteurs qui sont représentés, comme vous le voyez là. Il y a toute la France aussi qui est représentée. Et puis, il commence à avoir une mixité de genre qui est de plus en plus forte et de laquelle on est ravis. Et donc, en fait, en rejoignant cette communauté, vous rencontrez des lauréats qui sont issus de la France entière et qui ont les mêmes problématiques que vous. Et donc, ça permet de sortir aussi d'une sorte de solitude de l'entrepreneur que l'on peut avoir parfois. Je vous remets juste le process. Donc, vous aviez jusqu'au 22 mars pour postuler. Donc, c'est dans 6 jours. Donc, il faut se dépêcher. Il y a un jury qui aura lieu en mai et une cérémonie de remise des prix qui aura lieu en juillet, en même temps que eLab et que Innov. Donc, tous les concours seront rassemblés, tous les lauréats seront rassemblés avec des prix remis par le ou la ministre. Et enfin, dernière chose, qu'est-ce qu'on gagne quand on est lauréat du ePhD? Premièrement, on gagne un accompagnement d'enfer, un accompagnement collectif et individuel qui mélange du coaching, des expériences collectives et puis plein de cours, plein d'ateliers pour être encore plus pertinent dans son projet et pour affirmer son moi entrepreneurial. On gagne aussi une visibilité au niveau national. Et puis, on gagne aussi une vidéo. Enfin, quand on dit la visibilité, c'est qu'on vous met vraiment en avant. Et puis, enfin, on gagne l'accès à une bourse French Tech de 30 000 euros
Et donc, vous pouvez bénéficier de cette bourse French Tech même si vous n'avez pas encore créé votre boîte. Pour ça, il faut être lauréat du concours IPHJ. Voilà. Juste une dernière information. On va lancer les témoignages. En 2 mots, vous verrez, on vous poussera un lien à la fin, puisqu'on a constitué une boîte à outils qui est complètement en lien avec la thématique et pas mal d'outils pour savoir, pour constituer au mieux votre équipe de start-up. Et donc, on vous enverra le lien juste à la fin. Et maintenant, place au témoignage. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. Du coup, je vais animer en fait la partie témoignage. Alors, tac, hop. Donc, on a souhaité en fait mettre en avant des lauréats, mais aussi un directeur de thèse. Ah, c'est bon. Ouais, vous m'entendez? Ok. Pour la partie donc témoignage, toujours sur le sujet en tant que jeune chercheur, quelle place puis-je prendre dans une startup deep tech? Il y a rien de mieux en fait que de faire intervenir, nos lauréats. Donc, les lauréats vont prendre la parole, plusieurs lauréats. Donc on a, Khouloud, on a Émile, on a Manuel et Geoffrey et nous sommes aussi accompagnés de Gérard qui travaille, avec Khouloud et qui est donc directeur de thèse. J'espère vraiment que ces témoignages vont vous inspirer, vont aussi répondre à toutes vos questions que vous vous posez sans doute de votre côté. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à nos interviewés, vous pouvez en fait les poser dans l'onglet questions. Je vais commencer par Khouloud et Gérard, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez venir sur scène avec moi? Donc Khouloud est lauréate IPHJ de cette année, enfin de l'année dernière. Elle est porteuse du projet IPOSI et Gérard donc, nous fait l'honneur en fait, d'accompagner Khouloud aujourd'hui, donc, qui est Gérard, directeur de laboratoire et directeur de thèse. Je vous laisse vous présenter. Khouloud, est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter ton projet, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous, bonjour Célia. Donc, c'est Khouloud Sassi. J'ai un double doctorat en biologie humaine et biochimie-biologie moléculaire des universités Tunis-Limanal et Bourgogne-Franche-Comté. Et je suis la porteuse du projet EPOC, qui est la nouvelle voie thérapeutique que je vais emprunter pour terrasser le glioblastome. Il faut savoir que le glioblastome est un cancer cérébral. Alors, on t'entend un peu mal, Khouloud. Gérard, tu peux supprimer ton micro? Tu peux éteindre ton micro, peut-être ça permettra de laisser la place au micro de Khouloud. Ouais. Vas-y. Je peux commencer, Laure? Oui. Donc, je disais que je suis la porteuse du projet EPOC, qui est la nouvelle voie thérapeutique que je vais emprunter pour terrasser le glioblastome. Donc, il faut savoir que le glioblastome est un cancer cérébral de haut grade. Il est le plus mortel et le plus fréquent, avec 250 000 de cas et 200 000 de décès dans le monde par an. Et aussi, il a une particularité métabolique. C'est un cancer très appétant pour le cholestérol, et ce qui fait que le cholestérol est très accumulé dans cette tumeur, ce qui fait que c'est une cible d'intérêt pour la thérapie. Donc, le projet EPOC, il se porte sur une nouvelle approche thérapeutique inédite pour le traitement de glioblastome, qui est l'approche de la thérapie métabolique antitumorale. Merci beaucoup, Khouloud. Alors, Gérard, du coup, est-ce que vous pouvez nous partager, votre... Allez-y. Oui, donc, merci pour votre invitation et pour cette participation à ce webinaire. Donc, moi, je suis chercheur INSERM, donc depuis un bon moment. Hein. Je suis arrivé à Dijon en 1991. Avant, j'étais à Lyon et j'ai travaillé en gros initialement, comme j'ai une formation d'ingénieur que j'ai complétée par une formation biomédicale avec une thèse de biologie humaine et une thèse de docteur ingénieur. Donc, j'ai une approche scientifique assez dure, tout en ayant une formation biomédicale. Je connais l'industrie et puis ensuite, après y avoir travaillé, j'en suis sorti pour aller à l'INSERM parce que j'avais envie de gérer des projets sur le long terme, plus que ce que je faisais dans l'industrie, avec des revues de projets qui étaient tous les 6 mois et qui bien souvent, dans les structures où j'étais, ne me permettaient pas sur 6 mois d'aller
au-delà du screening, parce qu'on est dans des structures qui sont des structures on peut être dans des structures assez vastes et assez larges, où on privilégie certaines molécules et où il se trouve que les molécules qu'on a sorties dans nos screenings à nous sont considérées comme n'étant pas dans ce qui va générer le plus de choses pour la structure. Donc depuis 1991, bien à partir de 1991, donc moi j'ai travaillé sur les maladies cardiovasculaires, et les maladies cardiovasculaires m'ont fait reprendre conscience de l'existence du cholestérol. Et à cette époque, donc ça fait déjà un bon moment, on était sur on a découvert en fait des molécules que l'on a appelées des oxystérols, qui sont des molécules issues de l'oxydation du cholestérol. C'est donc sur ces molécules que travaille actuellement Rouloud dans le contexte de la thérapie métabolique du cancer. Donc, pour donner une idée, en 1991, il y avait, on va dire, une dizaine de molécules de trouvées, hein, donc il y en avait très très peu, et on ne connaissait pas leur activité biologique. Donc on est parti de la base. Je pense que si vous regardez PubMed, il y a en gros, on va dire, une dizaine de publications sur les oxystérols, alors qu'actuellement, on en a en gros 500 par an. Donc ça donne une idée. Donc, ces molécules sont impliquées dans différentes maladies, qui sont des maladies, on va dire, de civilisation ou des maladies liées à l'âge. Maladie de civilisation, c'est le diabète de type 2, donc maladie neurodégénérative également. Et puis, les maladies liées à l'âge, c'est la dégénérescence maculaire, un certain nombre de cancers, en particulier donc le cancer de la prostate. Donc, lorsque Rouloud est arrivé au laboratoire, donc moi je travaillais dans le cadre des oxystérols en relation avec les maladies liées à l'âge, en se demandant, et c'est ce que je continue de faire, quel pouvait être le rôle de ces molécules dans le vieillissement et dans l'induction de pathologies dégénératives conduisant à des maladies, et donc en connaissant particulièrement bien les voies de signalisation à ces molécules, et puis également comment on peut synthétiser ces molécules, parce qu'on est quand même relativement peu à travailler en France dans ce domaine, alors que si on regarde au niveau des États-Unis, ces molécules sont quand même sorties des laboratoires des prix Nobel, hein, puisque à Houston, le prix Nobel avec Braun et Goldstein travaillait et continue de travailler sur les oxystérols. Les récepteurs nucléaires aux oxystérols ont également été trouvés chez eux. Et actuellement, l'Université de Californie continue, bien sûr, de travailler sur le cholestérol, puisque l'hypercholestérolémie, malgré les statines, n'est pas encore vaincue. Donc, il reste beaucoup de choses à faire sur le cholestérol dans de nombreux domaines, y compris dans le domaine de la cancérologie. Alors, c'est Rouloud qui, au cours de la Gérard, thèse, voilà. Je suis désolée de t'interrompre, mais Oui. c'est juste pour vous dire, on a un timing à ne pas dépasser. Voilà. Et j'ai des questions à vous poser. Oui, alors et c'est Rouloud qui est parti sur le cancer, en s'intéressant au cancer. Donc, ce que je veux dire pour conclure, c'est que moi, ma philosophie, c'est pas une philosophie contraignante au niveau de l'encadrement des thésards, et je laisse les thésards aller là où ils le souhaitent. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé en fait au projet de Rouloud, qui a souhaité travailler sur ces oxystérols dans le cadre du cancer et en particulier dans le cadre du glioblastome. Voilà. Alors, une dernière question, Gérard. Vous avez guidé Rouloud sur la voie du concours IPHD. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, le concours IPHD, à votre structure, à votre… C'est toujours, moi, ça me fait toujours plaisir, personnellement, qu'un étudiant ou un collaborateur
s'investissent dans quelque chose que j'ai initié, et même en ce qui concerne Rouloud, qui aille beaucoup plus loin dans l'initiation, c'est-à-dire qui porte le projet. Donc, alors qu'est-ce que ça m'a apporté à moi? Bon, on va dire c'est une satisfaction personnelle. Ensuite, si on parle en termes de monnaie sonnante et trébuchante, c'est beaucoup plus difficile, puisque nous, on fait partie de structures qui sont des structures publiques. Donc, ça, c'est... je pense et je suis pas le seul à partager cette opinion, hein, donc tous les directeurs de thèse ou les directeurs de laboratoire sont d'accord. Donc, on n'a pas de retour financier. Donc, je pense qu'il n'y a pas de retour financier en termes de primes de recherche ou quelque chose de ce genre pour l'encadrant. Et puis, il n'y a pas non plus de retour financier pour le laboratoire. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on explique à nos collaborateurs, parce que nos collaborateurs nous disent on a quelqu'un, Oui, effectivement, on met ça sur... Mais voilà, qu'est-ce qu'on a? Donc là, il y a quand même, au niveau autant de la valorisation de l'encadrant que de la valorisation du laboratoire, je pense qu'il faudrait, il y a des questions à se poser, sans doute pour stimuler les gens à aller dans ce sens. Ça c'est une question quand même qui est pas négligeable, quoi. Merci beaucoup, Gérard. Donc, quoi qu'il en soit, moi j'en ai tiré beaucoup lorsque je fais du laboratoire et de la recherche, ça me fait toujours plaisir. Donc, je suis peut-être pas le très très bon exemple, mais c'est vrai que sur des points qui sont des points beaucoup plus pratiques, il y a des réflexions qui doivent s'engager. Merci beaucoup. Alors, Rouloud, du coup, je repasse à toi. La question qu'on se pose, c'est donc quelle place prendre dans une startup deep tech? Est-ce que tu t'es posé la question, CEO, CTO, tu vois où tu en es arrivé? Actuellement, je suis la stratège, l'ambassadrice de mon projet. Donc, en plus de l'accompagnement PhD, je compte faire un master en innovation et c'est un master en management et gestion des entreprises innovantes, vraiment pour acquérir les compétences et la posture de CEO et donner plus de poids à mon projet et à la future startup. Donc, étant que je suis la mieux placée à défendre le projet. Donc, j'aurais certainement besoin d'expertise, des compétences, mais il ne faut pas se mettre dans les mains d'experts. Je compte construire moi-même les lignes de mon projet. Ok, donc tu t'es placé toi en CEO. Et tu t'es posé la question de CEO, CTO ou pas du tout? Ou tu t'es dit c'est mon projet et je veux absolument… Oui, je suis actuellement, je n'ai pas encore créé la startup, là je suis en maturation, mais je me suis dit si je vais avoir les compétences, parce que si je serai bien entourée, bien encadrée, je serai la plus capable à défendre mon projet et arriver à ce que je voulais. Ok. Et à atteindre mes objectifs. Très bien, merci beaucoup Gérard et merci beaucoup. De rien. À très vite, du coup, n'hésitez pas à poser des questions à Rouloud et à Gérard via l'onglet questions. Et moi, je vais passer sans plus attendre à ma deuxième interview qui est Émile. Émile Roussel, est-ce que tu peux venir sur scène avec moi et tu vas aussi pouvoir nous partager, toi, ton retour, parce que tu t'es quand même posé beaucoup de questions sur ta place dans ta startup en tant que CEO et CTO. C'est ça. Donc, vous m'entendez? Très bien. Bonjour tout le monde. Du coup, je m'appelle Émile Roussel, j'ai 28 ans, je suis docteur en chimie médicinale et je suis porteur du projet ChemRes. Alors, le projet ChemRes, c'est un projet qui vise à développer des molécules qui sont efficaces, sélectives et non toxiques afin de combattre les phénomènes de multirésistance qui apparaissent durant les traitements anticancéreux, donc que ce soit en termes de chimiothérapie ou d'utilisation d'immunoconjugués. Et le second axe de recherche du projet ChemRes, ça va être de développer un biomarqueur qui va permettre de stratifier les patients et donc de pouvoir sélectionner les patients qui vont pouvoir bénéficier de la thérapie ciblée qu'on développe. Travailler pour et avec le patient afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de ses soins, c'est la mission que ChemRes se donne. Aujourd'hui, ChemRes, c'est un projet, ça sera bientôt une start-up. La création, elle est prévue en septembre ou en octobre 2022, donc dans quelques mois. C'est un projet qui est issu de ma thèse que j'ai réalisée à Grenoble entre 2016 et 2019. J'ai obtenu des résultats qui étaient prometteurs, qui étaient intéressants, ou du moins des résultats qui permettaient d'aller un peu plus loin. Donc, j'ai été
accompagné, j'ai été d'abord approché par une SAT et ensuite j'ai été accompagné par la SAT Lyncium à la suite de ma thèse pour justement faire trois grandes étapes qui permettaient de faire des développements dans différents axes. Donc j'ai eu une période de prématuration, une période de maturation et une période d'incubation. Aujourd'hui, le projet est en incubation depuis septembre 2021. Et l'incubation, du coup, c'est la dernière étape avant la création de la startup. Donc c'est un projet qui, au final, depuis 2010, entre 2016 et 2019, j'ai fait ma thèse dessus. Ensuite, à partir de 2019 jusqu'à maintenant, je suis en valorisation, donc en création de startup. Et donc ça fait quasiment ça fait plus de 5 ans que je travaille dessus. Et l'accompagnement par la SAT m'a permis de développer différents axes, donc la technologie, la propriété intellectuelle, le marché, le financement et l'équipe. Et justement, aujourd'hui, en équipe, je suis en train de composer l'équipe opérationnelle de la startup. Moi, je me suis positionné en tant que CEO et aujourd'hui, je On a recherche un loupé le CSO. teasing. Je voulais faire un teasing de Ah, ouf. désolé. Et non, mais attends, là, tu te places CEO, mais tu t'es posé pas mal de questions. Donc, est-ce que tu peux nous partager ton chemin de pensée? Parce qu'au début, tu étais plutôt parti sur CTO et tu cherchais ton CEO. Ouais, exactement. Alors, au début, c'est vrai que je m'étais positionné en tant que CSO, CTO. Donc, CTO, CSO, c'est à peu près les mêmes choses. Le CTO, c'est le Chief Technology Officer et le CSO, c'est le Chief Scientific Officer. Donc, c'est des gens qui sont responsables de la stratégie technologique, en tout cas la stratégie de développement de technologie ou d'innovation de la startup. Et le CEO, c'est le Chief Executive Officer. Donc, c'est celui qui gère plutôt la partie business du projet et de la startup et le projet dans sa globalité. Et donc, au début, je m'étais positionné en tant que CTO pour la simple et bonne raison que j'avais un doctorat de chimie médicinale. J'avais travaillé sur ce projet depuis ses débuts et donc je paraissais légitime dans ce rôle-là, hein, pour occuper justement tous ces aspects technologie, innovation, s'occuper de la science finalement. Sauf que avec le lauréat, en étant lauréat et PhD, on a commencé à travailler sur soi, sur sa vision, sur ce qu'on voulait réellement au fond de nous et sur ses motivations entrepreneuriales, que ce soit en groupe ou seul. Et j'ai fait pas mal de rencontres grâce à ePhD. J'ai notamment rencontré Amandine Bunicourt avec qui j'ai pas mal discuté, avec qui j'ai pas mal travaillé sur moi. Et au final, j'ai eu un gros déclic au moment où on a fait un exercice où il y avait pas mal de questions ouvertes sur qu'est-ce qu'on voulait que la startup soit, comment l'équipe on voulait qu'elle soit. En gros, c'était beaucoup de questions qui, pour répondre, il fallait se mettre dans la peau du CEO. Et du coup, moi, au départ, j'étais dans cette position de CTO, donc je me suis dit, pour répondre à ces questions, on va changer de rôle, on va répondre à toutes ces questions en me positionnant en tant que CEO. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à décrire tout ça, à répondre aux questions, et au final, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais décrit, c'était ce que je voulais, et pour l'avoir, il fallait que je sois CEO. Si je restais dans ma position de CTO, de CSO, tout ce que je venais de décrire pendant des longues heures, à imaginer comment la startup pourrait être, quelle vision elle pourrait avoir, etc., je l'aurais jamais. Et donc, au final, je me suis dit que ça allait me frustrer quelque part de pas occuper vraiment cette place de CEO et de développer, que ce soit la startup ou l'équipe, à ma façon. Et donc, j'ai changé ma position. Je suis passé de CTO à CEO. Et du coup, aujourd'hui, je suis à la recherche d'un ou une CSO pour m'accompagner et développer le projet. Et une dernière question, comment tu fais? Tu es à la recherche, est-ce que tu as utilisé un outil spécifique? Est-ce que tu as utilisé Tandem, par J'ai exemple? utilisé Tandem, par exemple. J'ai utilisé Tandem, j'ai utilisé LinkedIn. J'ai aussi contacté pas mal d'écoles doctorales pour diffuser une annonce de recrutement. Et aujourd'hui, du coup, il y a plusieurs candidats et candidates. Et Super. on verra s'il y en a un ou une qui permet de m'accompagner sur ce projet. Et Tandem, est-ce que tu peux nous dire 2 mots étant donné que tu l'as utilisé? Parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que Alors Tandem, c'est une plateforme qui a été créée par BPI qui permet de mettre en relation des personnes comme moi qui sont à la recherche d'un associé. c'est.
Et donc, cette plateforme-là, elle permet de publier une annonce, de dire ce qu'on cherche et de mettre en relation une personne qui, elle, demande à être dans ce genre de poste-là. Et du coup, après, on peut discuter et s'entretenir ensemble. Génial. Merci beaucoup. Est-ce que, De rien. Émile, encore une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux futurs candidats, lauréats IPHJ sur la place à prendre en fait dans sa startup Deep Tech? Un conseil, ce serait de vraiment réfléchir à ce que vous voulez faire. C'est une question qui peut, enfin, c'est quelque chose qui paraît un peu bête comme ça, de prime abord, mais en fait, c'est le rôle que vous allez choisir dans la startup, c'est un rôle que vous allez devoir tenir sur du long terme, c'est un rôle que vous allez devoir tenir dans les périodes qui sont relativement difficiles et dans les périodes qui sont bonnes aussi. Et finalement, ce rôle, il faut que vous le choisissiez vraiment avec ce que vous avez au fond de vous-même, vraiment ce que vous voulez faire. Pas vous dire, ah, mais j'ai pas les compétences en business, du coup, je vais pas faire CEO. Moi, j'ai pas les compétences en business, hein, j'ai fait un doctorat de chimie médicinale. J'ai aucune compétence en étant business, mais néanmoins, c'est la place que j'ai envie d'occuper au fond de moi. Et si j'ai envie d'occuper cette place-là, je vais avoir le temps et je vais avoir l'envie d'apprendre et d'acquérir les compétences qui me permettront de devenir un bon CEO. Merci du coup, mon beaucoup, conseil, c'est de bien réfléchir à sa place et vraiment prendre du temps pour réfléchir sur ça. Vraiment ce qu'il y a au fond de soi-même. Merci beaucoup, Émile. De rien. À très vite. Alors, Manuel, est-ce que tu peux me rejoindre, s'il te plaît? Donc, Manuel, tu es porteur du projet Pulse, lauréat IPHD de l'année dernière, enfin de cette année plutôt. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton projet, s'il te plaît? Oui. Bonjour Célia, merci. Vous m'entendez correctement? Super. Ok, donc moi c'est Manuel Parienté. J'ai fait, sur mon parcours, j'ai fait un master en physique et en sciences cognitives à l'ENS, une thèse en info à l'INRIA et en tout, j'ai globalement 6 ans d'expérience sur le rehaussement de la parole par intelligence artificielle et en particulier sur le rehaussement de la parole en temps réel. Et aujourd'hui, je suis porteur du projet Pulse Audition. Ça a changé de nom en un an et c'est quasiment normal. Au sein du programme de maturation d'INRIA Startup Studio. Et chez Pulse Audition, notre mission, c'est de mettre fin à l'isolement social qui est généré par les pertes auditives. Et pour faire ça, on développe une paire de lunettes auditives qui permet aux malentendants de choisir ce qu'ils peuvent écouter dans les environnements bruyants et d'améliorer l'intelligibilité de la parole. Vraiment, c'est fait pour permettre les conversations de façon plus fluide pour les malentendants qui auraient du mal à les avoir. Parce que de base, en fait, un appareil auditif ne va pas filtrer, en fait, filtrer les sons ambiants et les sons d'une discussion ou d'une autre. Alors, ça reste le Graal des fabricants des prothèses auditives. Tout le monde essaye de le faire, mais globalement, jusqu'à récemment, c'était de l'amplification uniforme. Donc, on va à la fois amplifier tous les bruits qu'on n'a pas envie d'entendre et la voix de la personne qu'on a envie d'écouter. Et aujourd'hui, il y a mieux, mais c'est encore vraiment amélioré. Il y a à peu près une dizaine d'années de retard sur la technologie. Et on est là pour ramener ça pour les malentendants. Alors, toi, tu t'es aussi posé la question, quelle place tu allais prendre en fait dans ta startup? Est-ce que tu peux nous partager ton questionnement, ton chemin de pensée sur ce sujet? Oui, bien sûr. Donc, ça se fait en plusieurs étapes et c'est toujours en évolution. Donc, je peux pas dire, je pense qu'Émile a atteint sa position un peu finale et stable. Moi, je peux pas en dire autant. Et donc, la première étape, c'était vraiment la compréhension des rôles et de ce que ça impliquait à la fois au quotidien, sur les formations qu'il va falloir avoir et aussi sur l'impact potentiel sur la carrière sur le long terme. Et après cette compréhension, j'avais plutôt envie d'être CEO de ma boîte en me disant que même si je n'avais pas les compétences aujourd'hui, il y avait pas mal de dispositifs qui pouvaient nous aider sur le chemin et qu'en apprenant, ce serait possible. Puis je me suis associé avec quelqu'un qui avait un parcours complémentaire, qui vient de l'industrie, qui aurait plus au niveau des CV, avec qui ça aurait plus fonctionné. C'était plus logique si j'avais été CTO et lui CEO. Donc on est parti plutôt comme ça. Et en fait,
assez rapidement, je me suis rendu compte qu'une des motivations principales pour créer la startup, c'était justement d'apprendre toute cette partie-là et pas juste pour, entre guillemets, juste pour m'occuper de la techno. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est donc je m'occupe évidemment de la techno, mais on porte la casquette de CTO, de CEO à deux, et les tâches se répartissent. En fait, je vais presque dire que c'est de l'expérimentation sur différents sujets, qui va pouvoir prendre le lead sur tel et tel sujet, à quel point ça sert le projet, parce que il y a les motivations perso, et puis il y a aussi à quel point le rôle de chacun et les compétences de chacun servent le projet. Donc aujourd'hui, c'est en évolution. En binôme pour l'instant. C'est en binôme et en se disant que ce qu'on se construit aujourd'hui sur nos connaissances perso, ça va nous permettre de prendre un choix qui sera le meilleur pour la boîte demain, quoi. Ok, Voilà. est-ce que tu aurais un conseil, toi, à partager? Sur la même ce question poste, sur ce poste-là, j'aurais tendance à dire que, enfin, faut pas se bloquer. En effet, il faut vraiment réfléchir parce que c'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère. Mais je pense qu'il faut pas se bloquer à se dire je sais pas encore ce que je veux, donc je vais pas y aller. En fait, si on est déjà avec quelqu'un, ça reste une décision qui est relativement réversible. Donc autant essayer d'une façon, voir comment ça fonctionne de l'autre, comment on se sent dans ce poste-là au jour le jour. Donc c'est pas bloquant, donc faut essayer, faut se lancer, quoi. Mais et puis on a des... Pardon, vas-y. Non, j'allais te demander, vous n'avez pas encore contractualisé, en fait. Ah oui, absolument. Mais après, je pense, légalement, il y a besoin d'un président et il y aura besoin d'un directeur général. Mais le CEO et le CTO, enfin, il me semble que Elon Musk est techno-king de Neuralink ou de SpaceX, et que son CEO est CoinMeister, et ça ne pose de problème à personne. Donc légalement, je sais pas ce que ça implique. Ok, je t'ai coupé tout à l'heure, tu voulais peut-être partager quelque chose, non? Je sais plus, mais je voulais finir par remercier l'INRIA Startup Studio et l'incubateur PACAEST et le programme PhD pour l'accompagnement qui nous apporte sur le développement de la boîte. Ça nous aide. Voilà. Et te remercier pour l'opportunité. Merci beaucoup, Manuel. Bon courage à tous. Vite, et tu restes dans les parages aussi s'il y a des questions. Bien sûr. Geoffrey, est-ce que tu peux venir sur scène avec moi, s'il te plaît? Donc, Geoffrey Durand, lauréat PhD de cette année aussi, porteur du projet HOP, accompagné par la SAT Pulsalis. Bonjour Geoffrey, je te laisse la main pour que tu puisses peut-être partager ton parcours et puis aussi ton projet. Ah, je ne t'entends pas. Ton micro est coupé, je pense. Yes, ça y est. Super. Ah, je mets en écho, mais ça devrait le faire. Ah. Moi, je t'ai nettement. De mon côté, je n'ai pas d'écho. Ok, bon, bah très bien. Alors, donc moi, j'ai fait un Master 1 en sciences. Ah, c'est pas possible, en fait. Je lis Twitter. Ah, du coup, Geoffrey nous a quittés. Il revient. Super, vas-y. Alors, moi, j'ai fait un Master 1, un parcours à la base plutôt biologie, jusqu'à atteindre un Master 1 de neurosciences. Et après, j'ai bifurqué en sciences cognitives. Et là, j'ai découvert la psychologie, et notamment la psychologie légale. Et c'est un peu dans cette branche-là que j'ai fait ma thèse sur la capacité à détecter le mensonge dans nos relations du quotidien. Et mon approche était principalement cognitive, à savoir comprendre quels sont les facteurs cognitifs, comme l'attention, la mémoire de travail, et aussi la personnalité, certains aspects de la personnalité, qui nous permettent d'être de meilleurs détecteurs de mensonges. Et j'ai eu des petits résultats qui étaient assez intéressants, et s'est posé la question de la valorisation. Et c'est une question qui est assez peu posée, en fait, dans les sciences humaines. C'est quelque chose dans lequel mon laboratoire, par exemple, n'était pas du tout inspiré à la base dans des programmes de valorisation du laboratoire vers le monde socio-économique.
Et ça est tombé dans la période où la SAT, Pulsalis, lançait son programme Jeunes chercheurs. Et moi, je venais de terminer de soutenir ma thèse en 2018. J'attaquais un poste d'enseignement d'ATER à l'université. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer un projet. Et dans cette idée-là, à la base, je n'avais pas forcément l'objectif de créer une start-up. J'étais plutôt vraiment dans l'idée de monter un POC, une proof of concept, et de la revendre avec un cahier des charges auprès de quelqu'un qui s'occuperait d'en développer la version finale. Et de fil en aiguille, en fait, il s'est passé qu'on s'est dit que le projet plaisait, avait des marques d'intérêt fortes. Donc nous, ce qu'on développait, c'était un entraînement cognitif à la détection du mensonge. Et on s'est dit, pourquoi pas franchir l'étape et aller vers une création de start-up. Et en fait, dans cette logique-là, en fait, il y a eu une sorte d'alignement des planètes, un coup de chance. Il y avait une personne qui était rentrée en contact avec Pulsalis, mon associé, donc Brice Chambard, qui cherchait à investir dans des projets et qui était particulièrement sensible aux questions de sécurité. Voilà, je suis gendarme réserviste, il l'était aussi. Et donc là, il y a eu une sorte de match sur des thématiques communes et des valeurs communes qui a fait qu'on a commencé à échanger. Et lui avait un parcours qui est vraiment plutôt axé business. Il a déjà une entreprise qui est rentrée, qui est cotée en bourse. Et de mon côté, j'avais plutôt l'aspect recherche. Et en fait, dans la thématique qui est celle d'aujourd'hui, la place de chacun s'est fait assez naturellement. Et moi, j'avais depuis très longtemps cette casquette de chercheur. Et l'état de maturité du projet aussi faisait que j'avais énormément à m'impliquer dans le projet, du contenu à produire, et en termes de formation, d'exercice, etc. Que du coup, la place de CSO me correspondait bien, et de son côté, la place de CIO allait bien. Et en fait, c'est vraiment cette complémentarité de nos profils et les éléments qui nous rassemblent qui a fait vraiment que ça s'est fait naturellement. Alors de mon côté, j'avais été accompagné par la SAT. En tant que lauréat du PhD aussi, on avait été accompagné avec différentes formations où j'ai énormément appris sur le business, sur montage de business plan, la gestion d'équipe, etc. Et j'ai beaucoup aimé faire tout ça, mais quand il fallait mettre la main à la pâte un petit peu, c'était plus difficile pour moi. Et en parallèle, il y avait tellement de choses à faire d'un point de vue scientifique de l'autre côté, où je me suis senti vraiment très à l'aise dans ma place de CSO, et mon associé, lui, plutôt Brice, dans celle de CIO. Voilà un petit peu. Et donc, l'entreprise est toute récente. Elle est née en janvier 2021. Et donc, elle s'appelle HOPE pour Human Optimization Program. Et donc, ça fait une grosse évolution par rapport au projet initial qui était à la base vraiment un entraînement cognitif à la détection du mensonge, car aujourd'hui, on va intervenir sur d'autres aspects qui va être de proposer de la formation et de la mise en situation, avec toujours cette idée d'entraînement cognitif, mais également des exercices d'optimisation du potentiel, comme des exercices de visualisation mentale ou de respiration. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner des professionnels, que ce soit dans le cadre des forces de l'ordre ou des chefs d'entreprise, des agents de sécurité, ça peut être des managers. Vraiment, on peut toucher tout le monde et de les accompagner à développer leur intuition et leur potentiel pour pouvoir détecter un comportement suspect dans un magasin, quelqu'un d'agressif dans une file d'attente ou tout simplement dans un entretien, se dire que la personne qu'on est en train d'écouter, elle est peut-être en train de nous mentir et on va peut-être pas lui accorder autant de crédit que ce qu'elle attendrait. Donc l'idée, c'est un petit peu l'évolution du projet qui s'appelait à l'époque SIT. Alors c'était le nom hyper barbant de Social Interaction Training Tools, et aujourd'hui on a monté HOPE. Voilà.
Merci beaucoup. J'ai une question, qu'Émile est en train de répondre, mais je te la pose à toi, Ouais. Geoffrey. Quelle est la différence? Comment tu peux définir ce qu'est un CEO d'un CSO? Émile en a parlé, mais je CIO, te pose cette alors question. pour moi, je mettais derrière la casquette du CIO, la personne qui allait pouvoir contribuer au projet d'un point de vue de stratégie de financement et de stratégie réseau. C'était pour moi la personne qui allait pouvoir choisir les directions à prendre pour pouvoir, d'un point de vue économique, on va dire, que le projet puisse se développer. La partie CSO, donc celle sur laquelle je suis moi plutôt, c'est la personne qui, pour moi, a pour l'objectif de définir le cadre scientifique et la démarche scientifique pour répondre aux enjeux que peut amener, par exemple, le CIO ou les clients potentiels. Voilà. Pour moi, les deux doivent travailler en symbiose pour que ça fonctionne, bien sûr, ça s'entend. Mais le CSO a quand même un poids dans la décision ou dans la direction des équipes parce qu'en fait, ce n'est pas une personne seule, elle va avoir des personnes à diriger aussi. Donc, dans les deux, il y a des compétences qui se retrouvent dans chacun des postes. Enfin, des fonctions plus que des postes. Geoffrey, dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à partager ou pas, hein, Alors oui, d'abord de se lancer, c'est important. Finalement, voilà, moi, le projet était né vraiment. On avait le projet était à rendre le lendemain, par exemple, pour postuler au programme Jeunes chercheurs de Pulsalis. Et ça s'est vraiment fait comme ça. On a lancé le projet et on est parti. Donc, lancez-vous, ça sera toujours bénéfique, on acquiert des compétences. Et ensuite, je dirais, être attentif un petit peu aux signes. Alors, je ne suis pas superstitieux pour autant, je suis plutôt très cartésien, mais voilà, il y a eu dans le parcours qui a été celui de la création de Hope, des signes qui ont fait que on a proposé les projets au bon moment, on a rencontré des personnes au bon moment. Il faut provoquer un petit peu ces rencontres, mais du coup, voilà, des fois, un rendez-vous qui peut paraître banal va pouvoir, voilà, il faut y aller et puis ça va pouvoir déboucher sur une belle aventure. Merci beaucoup, Geoffrey. Je te propose Avec de rester plaisir. avec nous et on va passer aux questions-réponses. Pour tous mes autres participants, tous les autres interviewés, n'hésitez pas à revenir sur scène aussi. David, si tu es encore là aussi, comme ça, on va pouvoir répondre aux questions que vous nous avez posées dans l'onglet questions. Donc, Émile, si tu es dans le coin, Manuel, Rouloud, Gérard et puis David, n'hésitez pas à revenir. Et rebonjour, Émile. Donc, Émile, j'ai vu que tu avais répondu à la question de Nesrine et nous, on a répondu aussi de notre côté. Alors, j'ai une autre question de Nesrine. Si votre projet de thèse n'ouvre pas des portes pour la création de start-up, serait-il possible de créer quand même une start-up sur un autre projet ou faut-il absolument être rattaché à un laboratoire? Quelqu'un pourrait répondre à cette question? En tout cas, dans le cadre du concours IPHD, pour être éligible en fait au concours IPHD, il faut être rattaché en fait à un laboratoire. Après, vas-y. Si tu veux trouver un projet avec lequel t'associer, tu peux utiliser la plateforme Tandem justement. Ça sera pas ton projet, mais tu pourras en tout cas travailler sur un projet de start-up. Après, je rajouterais peut-être juste, on est dans le cadre de la BPI France, des startups deep tech, mais il y a aussi d'autres mécanismes pour monter des startups, des entreprises en dehors des accompagnements qui existent pour la deep tech aussi. C'est peut-être des montages d'entreprises plus classiques, mais ça existe également.
Merci beaucoup. J'ai une autre question. Margot, Julien, quelles sont vos ressources pendant la phase de maturation de la start-up? Contrat en postdoc, CDD, fonds propres? Alors, pour le coup, pour déjà une première réponse, on a fait une boîte à questions, la boîte à questions numéro 2 sur le sujet de comment se rémunérer. Je vais vous envoyer le lien, comme ça, vous pouvez le suivre. Et je vous propose de répondre si vous avez des Oui, je éléments peux de réponse. répondre. En fait, Vas-y, c'est Roland. la SAT, s'il y a une structure de valorisation voilà, qui finance le projet, qui accompagne le projet, la SAT peut financer le post-doctorant. On t'entend un peu mal, Rouloud, mais ok, on a entendu que la SAT pouvait financer. Moi, Et pour les ma autres, part, vous êtes sur le même principe? Oui. pardon. Donc, si je peux répondre aussi. Moi, de mon côté, ce que j'ai eu la chance, c'est de pouvoir enchaîner le poste d'ATER et le poste de, comment ça s'appelle après, j'ai fait un post-doctorat d'1 an, et en fait, qui était sur des sujets complètement différents, en aucun lien avec le montage de la structure. Mais voilà, en à côté, je pouvais travailler, voilà, quand j'avais fini sur ce qu'il y avait à faire sur les différents projets, je pouvais travailler sur la start-up. Émile, toi, c'est comment? Ah, Manuel aussi, vas-y, Manuel. Vas-y, Manuel. Merci. Pour ma part, on est hébergé on est dans le programme INRIA Startup Studio qui nous finance jusqu'à 2 associés pendant 1 an en tant qu'ingénieur. Donc on est embauché en tant qu'ingénieur jusqu'à la création de la boîte. Et Émile? Moi, j'ai bénéficié à chaque fois d'un financement de la part de l'université. Pendant la prématuration et la maturation, j'étais financé par l'université pour mon salaire et j'avais des fonds propres pour le projet qui était via la SAT. Et ensuite, depuis l'incubation, j'ai une bourse régionale qui me permet d'avoir un salaire. Et après, là, bientôt, elle va se terminer. Du coup, je vais bénéficier du chômage et en tant que créateur d'entreprise pour me rémunérer. Super. Merci Et beaucoup pour tout ça. il y a aussi l'itinéraire chercheur-entrepreneur qui peut financer 1 an de salaire pour un postdoctorant ou bien quelqu'un qui porte un projet innovant. Ok, bah, c'est top parce qu'il y a plein d'éléments de réponse. Là, pour le coup, c'est assez complet. J'ai aussi une question de Sébastien. Les compétences sont fondamentales. Perdre 1 à 2 ans pour se former au business réduit significativement les chances de réussite. Finances publiques restreintes. Comment les porteurs formés à la recherche s'assurent de ne pas s'égarer dans un monde business qu'ils ne connaissent généralement pas? Vous avez 3 heures. Moi, je peux. Ouais, vas-y. Vas-y, Et Émile. Geoffrey. Je trouve que on perd rarement du temps en entrepreneuriat. Même si on a un diplôme en sciences, ça n'empêche pas d'acquérir des compétences en business ou en finance pour justement jouer des rôles qu'on n'aurait pas pu simplement avec notre diplôme. Généralement, en tant que porteur, on gère pas mal d'aspects du projet, hein. On gère la techno, la propriété intellectuelle, le financement, l'équipe, etc. Et donc, on est habitué, on va dire, à jongler entre différents aspects et à pas se perdre. Même si notre cœur de métier, c'est la technologie au tout début, on trouve rapidement des gens aussi pour nous accompagner dans ces projets-là, pour justement essayer de déléguer au maximum les aspects qui sont un peu plus complexes pour nous. Et Rouloud, toi, tu voulais aussi partager? Oui, moi, je voulais dire que on va pas être expert en business, mais au moins, on va comprendre quand on entame une discussion avec un expert. Voilà, on doit comprendre ce qu'il dit. Donc, c'est ça le but. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Camilla se dit, elle ne sait pas si c'est le bon endroit pour demander ça, mais est-ce que vous avez défini des pourcentages pour chaque associé? Avez-vous des astuces pour discuter de ça? Alors, Émile, toi, tu ne l'as pas encore lancé. Bah, ceci dit, Manuel, tu ne l'as pas encore lancé non Moi, ça a plus. été fait, ouais.
Ouais. Là, j'ai pas trop d'idées. En éléments de réponse, je verrai, il y a plusieurs aspects. Alors, le premier, il y a combien on peut mettre au capital déjà. Et des fois, en fonction de l'associé avec qui on est, ça, j'allais dire, la question est parfois vite répondue. Et ensuite, ça peut se négocier aussi en fonction de ce que chacun va apporter. Voilà. Ouais, c'est les deux éléments de réponse que je vois. Manuel, oui, tu veux répondre? De notre côté, on a défini du coup les pourcentages assez tôt. J'aurais tendance à dire que la question de qu'est-ce qu'on peut apporter au capital, c'est plutôt dans un deuxième temps, une fois qu'on a déterminé, enfin moi je le verrais comme ça, une fois qu'on a déterminé les pourcentages, s'il y a quelqu'un qui peut amener plus, il peut toujours le mettre en compte courant associé pour le récupérer derrière, pour garder le pourcentage. Il me semble qu'il y a des ressources là-dessus sur les discussions, les tips pour s'associer dans les 5 documents que la BPI met à disposition. Oui, on a partagé, David vient de partager le lien justement. D'ailleurs, on profite en fait de ce moment-là pour vous partager la plateforme qui s'appelle lesdeeptech.fr. Donc, c'est un site en fait qui est vraiment dédié à l'entrepreneuriat dans le milieu de la deep tech. Super intéressant parce que vous retrouvez énormément d'outils, de documents et vous avez en fait cette réponse à ce questionnement. J'aimerais juste ajouter un petit truc sur le pourcentage de chaque associé. Il y a quelque chose d'extrêmement important à garder en tête, c'est que les pourcentages au capital, ça retranscrit le pouvoir d'une personne dans la startup. C'est-à-dire que celui qui est majoritaire au capital, c'est celui qui va pouvoir trancher en cas de désaccord, en cas de conflit. Et donc, c'est pas quelque chose à négliger, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, les pourcentages de chacun. Et par exemple, on sait que généralement, les CEO sont majoritaires dans la startup parce qu'ils ont cette gestion globale du projet, donc ils ont au moins 50% du capital pour pouvoir trancher justement en cas de problème ou en cas de conflit. Et un cas qui est généralement déconseillé quand on fait soit des binômes, soit des trios, c'est d'être à égalité. C'est-à-dire, par exemple, qu'on forme un binôme avec quelqu'un, on se met tous les deux à 50-50 du capital. Dans ce cas-là, en cas de conflit, il y a un gros problème, c'est que personne ne peut trancher. Et donc, c'est un conflit qui ne va jamais être résolu et qui va s'éterniser dans le temps. Donc, quelque chose à retenir, c'est le pourcentage au capital, c'est aussi le pouvoir décisionnel de la personne. Ok. Merci beaucoup. Alors, j'ai l'impression... Ah, une autre question. Non, c'est bon. Vous avez un génial et merci beaucoup de Camilla pour votre réponse à sa question. S'il n'y a pas d'autres questions, non, il reste encore 2 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions. On va attendre 1 minute. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourra terminer tranquillement notre session de boîte à questions. Pour info, je vous ai partagé en fait dans la partie chat le lien vers un questionnaire de satisfaction. Ce questionnaire me permet moi après de faire évoluer les boîtes à questions, de faire évoluer aussi toute notre matière qu'on va pouvoir partager de notre côté autour en fait de la question de l'entrepreneuriat Deep Tech. Pour rappel encore aussi, la clôture du concours IPHJ, c'est donc le 22 mars à minuit. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous pouvez aussi m'adresser un mail. Je vais vous repartager en fait le lien vers notre mail iphjd@bpifrance.fr. Je vais vous le repartager. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas. J'en aurais une petite. Ah oui. J'ai vu dans la présentation de David qu'au concours, en tant que lauréat, on pouvait demander une subvention de 30 000 euros qui était associée. Ça marche aussi sur les anciens lauréats? Oui, il faut prendre contact avec un chargé d'affaires régional de BPI. Voilà, exactement. D'accord. Voilà, exactement. Okay. Bon, j'ai préparé mon petit mail alors. Voilà, tu as déjà préparé ton petit mail. Oh c'est toujours bien. Ah, j'ai une dernière question d'Anne-Sophie. Quelle place avez-vous pu prendre vis-à-vis de votre directeur de thèse? Est-il dans le projet aussi? C'est à moi la question. Allez, c'est pour toi.
Attention, Gérard est là. Vas-y. Attention à ce que tu vas dire. Oui. Ah oui, bien sûr. J'aurais besoin de données scientifiques. Bah, je laisse répondre s'il veut. Non, nous, ça se passe plutôt bien, hein, donc il n'y a pas de problème particulier. Donc, moi, ma philosophie, c'est de laisser les… Enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, quand j'ai des étudiants en thèse, j'essaye de voir ce qui les intéresse le plus et je leur laisse beaucoup de liberté sur le sujet de thèse, ce qui fait qu'en général, le sujet de thèse à la fin est différent de celui que j'avais donné au début, enfin, en gardant globalement. Donc, je pense que dans ce contexte… Rouloud, de toute façon, gère son affaire. C'est-à-dire, moi, j'interviens pas là-dedans. Donc, au niveau du management, elle a un rôle de CEO. Moi, j'interviens parce que, comme là aussi, je vous l'ai dit précédemment, depuis 91, je connais bien le domaine de toutes ces molécules. Donc, elle bénéficie de mon soutien et de mon expertise par rapport au monde des stérols et des stéroïdes, qui est quand même assez complexe et où il y a beaucoup d'argent, hein, parce que toutes les big pharma sont là-dedans. Hein. Donc, nous, on essaye de trouver un créneau et j'essaye de faire en sorte qu'elle ait le soutien technique, scientifique, pour mener à bien son projet. Mais je ne m'immiscie pas dans ces orientations, hein. Et je fais attention à ne pas… je suis plutôt là pour la soutenir. Il y a quelquefois des petits moments difficiles. Et puis bon, voilà. Et s'il y a des réorientations à faire, c'est plutôt des réorientations techniques. Je le signale aussi, hein. Je veille aussi… Alors moi, ce que je fais aussi en tant que… parce que je suis aussi directeur de laboratoire et donc c'est aussi de mettre Rouloud face au management de personnel technique. Donc, j'essaye aussi de la former à la gestion de personnel technique, donc de stagiaires de tous les niveaux. Donc, pour l'instant, il y a eu une stagiaire BTS. Et il faudrait aussi progressivement se confronter à des encadrements de stagiaires de plus haut niveau pour avoir une expérience aussi du management de terrain, quoi, hein. Donc ça, je pense que c'est important. Question encore pour vous, Gérard. Est-ce que les chercheurs ou enseignants-chercheurs peuvent parallèlement à leurs fonctions prendre part à ces types de start-up? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est possible. Donc… c'est possible. Je pense qu'il faut là aussi faire attention. C'est possible. On demande l'autorisation, bien sûr, à nos tutelles, hein. Donc moi, quand j'interviens, mes tutelles sont informées, en l'occurrence l'INSERM et l'Université de Bourgogne. Bon, après, il faut savoir où sont nos limites, hein. Donc nous, on a des fonctions qui sont des fonctions bien particulières. Je pense que c'est des fonctions d'accompagnement. Et il faut avoir aussi conscience que nos positions peuvent avoir des conséquences importantes sur le devenir du projet. Donc, il faut bien réfléchir à nos positionnements, à nous, par rapport à ça, aux conseils aussi que l'on donne, hein. Je pense que les conseils, moi, j'évite d'avoir des avis tranchés, mais j'essaye de donner différents avis pour laisser le choix en dernier recours à la porteuse de projet. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question, et après, promis, j'arrête. Avez-vous réalisé un test de profil proposé par votre SAT qui donne une vision de vos capacités, managériales, gestion de stress, etc. Et notamment, aide à savoir si vous avez les épaules pour devenir CEO, sachant que j'ai partagé, moi, le drive avec le dossier qu'on a avec plein de documents qu'on a créés, nous, de notre côté BPI France, parce que justement, on a cette réponse, mais je vous laisse répondre aussi de votre côté. Oui, la SAT Science, elle m'a fait ça, ce type de test. Ok. Émile aussi? Tu as répondu? Non, j'ai pas passé de test. Je vais pas passer ce test. Généralement, c'est performance qu'on fait passer. Mais après, ça dépend de comment on se situe et comment on se connaît. Moi, je sais que je me connais déjà assez bien personnellement.
et que je fais régulièrement un travail sur moi pour savoir exactement ce que je veux et exactement ce à quoi je peux prétendre. Mais en soi, c'est pas le résultat du test ne va pas dire si oui, on peut être CEO ou si non, on ne peut pas être CEO. Si on veut être CEO, eh ben, vous allez devenir CEO. Manuel, est-ce que tu as répondu, toi, à un test? Et Geoffrey, est-ce que tu as répondu à un test ou pas du tout? Il y a Non. le test dans le programme iPhD, il y a un test qui s'appelle Talent Reveal pour toute la partie RH de l'accompagnement. Et en effet, ça donne une réponse, mais comme le dit Émile, c'est un choix avant tout. Après, il faut se connaître pour savoir ce sur quoi on doit travailler, ce sur quoi on doit s'entourer ou déléguer. Mais le poste qu'on prend, c'est un choix. Ok, eh bien écoutez, c'était ma dernière question. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps, d'avoir pu en fait partager votre expérience et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je vais partager en fait ce replay sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez bien sûr regarder en fait tous les soirs s'il le faut ce replay. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Merci à tous. Ciao, ciao. Courage pour la dernière ligne droite pour le dossier. Oui, dernière ligne droite pour le dossier. Et donc, bon courage. Moi, je serai derrière pour voir tous les dossiers qui vont être partagés pour la prochaine saison. Et bien sûr, partagez-nous votre retour, enfin, votre satisfaction sur cette boîte à questions pour qu'on puisse faire évoluer les boîtes à questions. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.